Le 7 juillet 1996, vers 10 heures du matin, Yukari Yokoyama, âgée de 4 ans, a visité une salle de pachinko à Oda City, Gunma, Japon, avec ses parents, Yasuo et Mitsuko Yokoyama, et sa sœur de 7 mois. En arrivant, le père de Yukari l'a emmenée à l'endroit des prix, promettant d'échanger ses gains contre des feux d'artifice qu'elle pourrait apprécier plus tard. Avec des plans établis, la famille s'est séparée pour augmenter leurs chances de gagner. Mitsuko a emmené le bébé vers une machine, pendant que Yasuo allait dans une autre partie de la salle. Yukari, instruite par son père de rester à proximité et de ne pas s'égarer, déambulait dans les allées. Yukari se promenait avec excitation, revenant souvent à la section des prix pour admirer les feux d'artifice. Elle était impatiente que son père ramène les feux d'artifice pour qu'elle puisse jouer avec plus tard. Mitsuko a emmené les deux enfants déjeuner sur le parking du salon vers midi. Yukari n'avait pas faim au départ, mais a rapidement eu faim une fois rentrée. En réponse à sa demande d'une collation, sa mère lui a donné une boule de riz préparée à l'avance et du jus d'orange, lui demandant de s'asseoir sur un banc à proximité pendant qu'elle mangeait. Cela a permis à Mitsuko de garder un œil sur sa fille tout en continuant à jouer, le banc n'étant pas à plus de 3 à 4 mètres d'elle. Vers 13h40, Yukari a dit à sa mère qu'elle avait rencontré un homme sympathique. Cependant, à cause du bruit des machines à flipper, sa mère n'a pas clairement compris et a ignoré le commentaire, mettant en garde Yukari de ne pas s'éloigner ou parler à des inconnus. Yukari est retournée sur le banc. Vers 1h50, environ 10 minutes plus tard, la mère de Yukari a regardé et s'est rendue compte que Yukari n'était plus sur le banc. Inquiète, elle s'est approchée pour ne trouver que le goûter à moitié mangé et le jus d'orange laissé par Yukari. Alarmée, elle a rapidement informé le père de Yukari, qui était à proximité avec leur fille en bas âge, que Yukari avait disparu. Ensemble, ils ont fouillé frénétiquement tout le salon, y compris les toilettes et le parking, vérifiant même entre et sous les voitures, mais n'ont trouvé aucune trace de Yukari. Après une heure de recherche infructueuse, vers 2h40 de l'après-midi, les parents désemparés se sont rendus au commissariat pour signaler la disparition de leur fille. Au cours des 2 jours suivants, plus de 70 policiers ont fouillé à plusieurs reprises la zone, mais ils n'ont trouvé aucun signe de la disparition de la petite fille de 4 ans. La plupart des clients du salon ce jour-là ne se souvenaient pas avoir vu Yukari, probablement parce qu'ils étaient absorbés par leur jeu. Cependant, un témoin se souvient avoir vu un enfant correspondant à la description de Yukari entrer dans une voiture blanche sur le parking autour de l'heure où elle a disparu. La police a enquêté sur l'affaire, examinant de près les images de vidéosurveillance du salon. Ils ont vu un homme assis près de Yukari sur un banc, lui parlant. L'individu qui est entré dans le salon de pachinko vers 1h27 de l'après-midi mesurait environ 1,57 m. Malgré la chaleur, il portait des lunettes de soleil, un chapeau, des sandales et une veste noire. On estimait son âge entre 30 et 50 ans. À son arrivée, il est allé immédiatement aux toilettes, ce qui suggérait qu'il connaissait bien l'agencement de l'établissement. Il y est resté jusqu'à 13h33. Il semblait scruter la zone, cherchant quelque chose. Il ne regardait pas les machines à pachinko. À un moment donné, l'homme a déambulé nonchalamment dans l'allée près de l'endroit où la mère de Yukari jouait, et on l'a également vu suivre Yukari partout. Il s'est approché de Yukari et a été aperçu fumant une cigarette en lui parlant de près. Il semblait qu'il lui chuchotait à l'oreille et pointait à plusieurs reprises vers l'entrée, indiquant peut-être quelque chose à l'extérieur qu'il voulait lui montrer. Yukari semblait à l'aise avec l'homme, jouant occasionnellement avec sa robe pendant qu'ils conversaient. Vers 14h42, il s'est brusquement levé du banc et a quitté le salon. Au total, l'homme n'a passé que 15 minutes à l'intérieur. Ce timing correspond à quand Yukari s'est approché de sa mère, mentionnant joyeusement l'homme sympathique. Après que sa mère ait ignoré ses commentaires et ait reporté son attention sur les machines à pachinko, Yukari est brièvement retournée sur le banc avant de se diriger vers l'entrée et de disparaître. Yukari aurait suivi un homme à l'extérieur et n'a plus jamais été revue depuis. Malheureusement, il n'y avait pas de couverture télévision en circuit fermé du parking, faisant du salon le dernier endroit confirmé où Yukari a été vue. Suite à la disparition, la police a distribué des affiches avec une description détaillée de Yukari, mettant en évidence son front large, ses oreilles proéminentes et ses marques distinctives,
y compris une tache de naissance ovale sur son ventre gauche. Des images de l'homme non identifié vues avec Yukari ont également été largement diffusées à travers le Japon, mais son identité est restée un mystère. Malgré des efforts de recherche exhaustifs et la distribution généralisée de dépliants d'informations, aucune piste significative n'a émergé sur le lieu où se trouve Yukari ou l'identité de l'homme impliqué. Les forces de l'ordre ont continué leurs efforts, travaillant sans relâche pour trouver un coupable derrière les actions. Cependant, alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en années, sans nouvelles informations ou percées dans l'enquête, l'affaire de la disparition de Yukari est inévitablement devenue froide. La douleur et l'angoisse de la famille, à la perte de leur fille de 4 ans, ne faisaient qu'empirer à chaque instant qui passait. Comment une affaire apparemment si simple, signalée le même jour, avec des images de vidéosurveillance du coupable, l'heure et le lieu exact, peut-elle encore laisser les autorités complètement déconcertées et les mains vides? Avançons jusqu'à 2007. Après plus d'une décennie de silence, le journaliste Kiyoshi Shimizu a fait une découverte surprenante qui avait été soit négligée par la police, soit non divulguée au public. Les modèles qu'il a découverts pourraient déclencher un véritable feu de joie dans cette affaire non résolue, du moins le penserait-on. Mais avant de continuer, une petite demande. Plus de 90% de nos téléspectateurs ne sont pas abonnés. Je mène une recherche approfondie et la condense en un format de récit pour vous. Votre soutien m'aiderait beaucoup à faire connaître mon travail. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Maintenant, revenons à l'affaire. Après une enquête plus approfondie, Kiyoshi Shimizu a identifié un schéma d'enlèvement dans un rayon approximatif de 11 km ou environ 7 miles, suggérant un lien possible entre la disparition de Yukari Yokoyama en 1996 et d'autres cas similaires. Ces incidents se sont déroulés à la frontière entre les préfectures de Tochigi et de Gunma, dans la région du Nord Kanto, au Japon. En général, les postes de police japonais se concentrent uniquement sur leur zone locale et coordonnent rarement avec les postes d'autres juridictions. Ce manque de collaboration pourrait expliquer pourquoi ces cas n'ont pas été collectivement enquêtés ensemble, malgré des schémas similaires, que nous expliquerons dans un instant. Kiyoshi a recherché des enlèvements et des schémas similaires dans tout le Japon, mais n'en a trouvé aucun. Tout semble centré autour de cette petite zone de 11 km, soit 7 miles. Leur proximité indiquait que le suspect était actif dans cette zone et qu'il s'en prenait à ses victimes les week-ends et jours fériés. Depuis 1979, il y a eu 4 cas d'enlèvement de jeunes filles, âgées de 4 à 8 ans, à Oda City dans la préfecture de Gunma et à Ashikaga City dans la préfecture de Tochigi. Parmi eux, le cas de Maya Fukushima en 1979. Le vendredi 3 août 1979, Maya Fukushima, une petite fille de 5 ans, a disparu alors qu'elle jouait au sanctuaire Yakumo, près de sa maison à Ashikaga, préfecture de Tochigi. Son père l'a vue pour la dernière fois vers midi et l'a appelée pour rentrer déjeuner à la maison. Malheureusement, c'était la dernière fois qu'il voyait Maya vivante. 6 jours après, des chercheurs ont trouvé un sac à dos délaissé près de la rivière Wataras, à 3 km de chez elle. Après inspection, ils ont trouvé le corps sans vie de Maya à l'intérieur du sac. Elle a été retrouvée en sous-vêtements, avec des signes indiquant que la cause de la mort était l'asphyxie. Il n'y avait pas d'autres blessures visibles sur son corps. Le sac à dos a été identifié comme un type spécial, utilisé par les entreprises de la ville, avec moins de 100 disponibles à la vente. Des témoins ont rapporté avoir vu Maya jouer avec un autre garçon de son âge avant sa disparition, ainsi que converser avec un homme âgé de 20 à 30 ans, au bord de la route. Malgré ces indices et les témoignages, le coupable n'a jamais été appréhendé. Le délai de prescription pour cette affaire, qui était de 15 ans à l'époque, a finalement expiré. Cela signifie que même si un suspect était trouvé après 15 ans, il ne serait pas poursuivi pour le meurtre. Tragiquement, la perte et le chagrin de perdre leur fille étaient trop lourds à supporter pour les parents de Maya Fukushima, et ils ont divorcé peu de temps après l'incident. Sa mère est décédée à seulement 48 ans. Le cas de Yumi Hasebi en 1984. Le samedi 17 novembre 1984, Yumi Hasebi, âgée de 5 ans, a disparu d'une salle de pachinko à Ashikaga City, dans la préfecture de Tochigi.
Elle a été vue pour la dernière fois en train de jouer près de l'entrée de l'établissement, engageant une conversation à travers la porte vitrée avec une personne inconnue. Tragiquement, ses restes ont été découverts moins d'un an et demi plus tard, le 8 mars 1986, par un agriculteur dans un champ. Elle a été retrouvée à seulement 1,7 km, soit 1 mile, de sa maison, et à 2,4 km, soit 1,5 miles, de la salle de pachinko, où elle a été vue vivante pour la dernière fois. Seuls des restes squelettiques et des fragments de ses vêtements ont été récupérés, la cause du décès restant non identifiée. Cet incident s'est produit près de l'endroit où le meurtre de Maya Fukushima avait eu lieu 5 ans plus tôt, suscitant une attention considérable et provoquant une vaste enquête policière sur la disparition de Yumi Asebi. Quels horribles cauchemars cet enfant de 5 ans a-t-il dû affronter? A-t-elle survécu à son enlèvement ou a-t-elle été tuée peu après? Malheureusement, la date de sa mort n'a pas été divulguée au public. La vérité de l'enquête médico-légale a-t-elle été cachée ou n'a-t-elle jamais été menée en premier lieu, et pourquoi? Une fois de plus, le délai de prescription pour cette affaire a également expiré, laissant le coupable échapper à une accusation de meurtre, sans aucune conséquence. Cependant, la police, qui avait juridiction sur la préfecture de Tochigi, a commencé à soupçonner un lien entre ces affaires. Le cas de Tomoko Usawa en 1987. En 1987, Tomoko Usawa, 8 ans, a disparu mardi 15 septembre. C'était un jour férié au Japon, connu sous le nom de jour du respect pour les personnes âgées. Elle a quitté sa maison à Ota, préfecture de Gunma, près de la préfecture de Tochigi. Comme beaucoup d'enfants, elle adorait aller au parc, et ce jour-là, elle s'est rendue au parc Ojima, le parc local. Elle était connue pour être heureuse et insouciante, et ce jour-là, elle berçait un chaton dans ses bras. Des témoignages oculaires ont noté qu'avant sa disparition, elle a été vue en conversation avec un homme qui se promenait et poussait un vélo. Une caractéristique notable était que, contrairement aux autres vélos de la région, ce vélo ne possédait pas de panier à l'avant. L'homme a été décrit comme étant dans la trentaine, avec une silhouette mince et des cheveux en désordre, montrant des signes de grisonnement. Ce fut le dernier signalement d'elle en vie. 14 mois plus tard, le 27 novembre 1988, un agriculteur a découvert ses restes. Des restes squelettiques partiels, sans membres, ont été trouvés sur les lieux près de la rivière Tone, à environ 2 km, soit 1,2 miles, au sud du parc Ojima, où Tomoko Usawa a été vue vivante pour la dernière fois. La cause de sa mort reste non divulguée au public. Encore une fois, le délai de prescription pour son meurtre a expiré en 2002, sans qu'aucune accusation ne soit portée contre un suspect. Le cas de Mami Matsuda en 1990. Le samedi 12 mai 1990, la petite Mami Matsuda, âgée de 4 ans, a disparu d'un salon de pachinko à Ashikaga, dans la préfecture de Tochigi. Mami Matsuda jouait dans le parking, cherchant un chat. Mami Matsuda portait une jupe et des sandales rouges. L'inquiétude est apparue vers 19 h, lorsque son père a réalisé son absence. Les parents ont alerté la police, qui a fouillé minutieusement la zone. Tragiquement, le corps nu de Mami a été découvert le lendemain, vers 10 h du matin, près de la rivière Wataras, à environ 7 km, soit 4,3 miles, du salon de pachinko. L'enquête a révélé que Mami Matsuda est morte par suffocation. Ses vêtements ont été découverts en désordre et jetés dans la rivière. La police a récupéré du sperme, de la salive et des cheveux sur les vêtements, possible preuve du coupable. Ainsi, le groupe sanguin du coupable a été identifié comme étant de type B. Plusieurs témoins ont signalé avoir vu Mami Matsuda marcher avec un homme depuis le salon de pachinko vers la rivière, le décrivant comme ressemblant au personnage Lupin III d'une série animée populaire. Un témoin, un professeur d'art, a réalisé un dessin illustrant la rencontre. À ce stade, la police de la préfecture de Tochigi était soumise à une pression publique importante pour résoudre ces affaires et rendre justice aux familles de Maya Fukushima et Yumi Asebi. Il s'agissait d'affaires non résolues depuis 1979 et 1984. En réponse, la police a secrètement établi un profil sur le suspect, un homme célibataire familier de la région, connu pour fréquenter les salles de pachinko, de groupes sanguins B, et qui ne s'en prenait qu'aux enfants. Ce cas est devenu connu comme l'affaire du meurtre d'Ashikaga.
Finalement, le 2 décembre 1991, les autorités ont arrêté Toshikazu Sugaya, un chauffeur de bus de maternelle de 45 ans sans antécédent judiciaire. Décrit comme de petite taille et doux, Sugaya a été interrogé par la police car il prétendait que Sugaya possédait des matériaux pornographiques impliquant des mineurs. La police a annoncé avoir utilisé des tests acides désoxyribonucléiques correspondant au profil génétique de Sugaya. L'interrogatoire. Toshikazu Sugaya a été soumis à un interrogatoire épuisant de 13 heures sans nourriture, eau, ni la présence d'un avocat. Cet interrogatoire intense a conduit Sugaya à avouer le crime. Cependant, il a par la suite rétracté son aveu, affirmant qu'il avait été contraint et a proclamé son innocence des crimes. Le système judiciaire japonais, notamment la détention préventive appelée Daio Kangoku, permet de détenir un suspect jusqu'à 23 jours sans inculpation. Il n'y a pas de règles ou de réglementation concernant la durée des interrogatoires effectués pendant cette période. Les interrogatoires ne sont pas complètement enregistrés. En pratique, il n'est pas rare que les avocats obtiennent l'autorisation de rencontrer leurs clients seulement 2 à 3 jours après avoir demandé l'autorisation, et les entretiens sont limités à seulement 15 à 20 minutes. Des suspects ont signalé avoir été soumis à de longs interrogatoires au cours desquels ils étaient menottés et attachés à leur chaise. Amnesty International a documenté une variété de telles mesures, y compris des passages à tabac, de l'intimidation, la privation de sommeil, des interrogatoires du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, et l'obligation pour le suspect de rester debout ou assis dans une position fixe pendant de longues périodes. Ces conditions ont été décrites comme un terreau propice aux aveux, à la coercition et aux fausses accusations, où les suspects sont soumis à un type d'interrogatoire qui cause une grande souffrance mentale et peut être considéré comme de la torture. Dans le cas de Sugaya, il a d'abord insisté « Je ne l'ai pas fait ». Le lendemain, le procureur a dit à Sugaya que l'acide désoxyribonucléique du sperme trouvé sur la chemise de la fille morte correspondait au sien. Par la suite, il a avoué avoir tué Mami Matsuda. 3 semaines plus tard, la police a publié une déclaration selon laquelle il avait également avoué 2 autres affaires non résolues de 1979 et 1984. Sugaya a reçu une peine de prison à vie à la prison de Shiba pour l'enlèvement et le meurtre de Mami Matsuda. Même s'il a avoué sous pression les autres affaires non résolues, il n'a jamais été formellement accusé pour elles. Avançons de plus d'une décennie. Kiyoshi Shimizu est chargé par son manager d'enquêter sur une affaire non résolue de son choix et de déterminer s'il peut apporter des éclaircissements pour aider le Japon à résoudre ses affaires. Il ne fait pas seulement cela, mais va au-delà. Kiyoshi se souvient d'une affaire de 1996, où des images de vidéosurveillance ont été diffusées à l'échelle nationale, et à sa surprise, des années plus tard, elle est restée non résolue. Après une enquête plus approfondie, il remarque des similitudes entre cette affaire et plusieurs précédentes. En 2007, le journaliste Kiyoshi a commencé à analyser ces affaires et a découvert des similitudes frappantes, indiquant qu'elles étaient toutes liées, avec une forte possibilité qu'un tueur en série cible des enfants. Il a noté que toutes les victimes étaient de jeunes filles âgées de 4 à 8 ans. 3 ont disparu de salles de pachinko. Les corps de 3 victimes ont été retrouvés près de rivières, dont 2 spécifiquement près de la rivière Guadarrasi. Les incidents ont eu lieu les vendredis, week-ends ou jours fériés. Chaque cas s'est déroulé dans un rayon de 11 km ou de 7 miles l'un de l'autre. Fait intéressant. Aucun des cas n'a mentionné un enfant pleurant sur les lieux, suggérant que le coupable était habile pour gérer les enfants, revisitant l'aveu. Notamment, l'enlèvement de Yukari Yokoyama en 1996 s'est produit après que Toshikazu Sugaya était déjà en prison. Si l'hypothèse de Shimizu est exacte et que ces cas sont liés, cela suggère que Toshikazu Sugaya a été condamné à tort. Notamment, Toshikazu Sugaya proclame son innocence après sa confession. Il soutient qu'il a été contraint d'avouer par la police. Kiyoshi Shimizu a ensuite identifié de nombreuses discordances et incohérences dans la condamnation de Sugaya et a officiellement contesté la légitimité de l'aveu de Sugaya. Ces découvertes ont révélé des contradictions dans l'aveu de Sugaya, telles que des preuves réfutées, des déclarations forcées, des rapports de témoins oculaires omis et des défauts critiques dans les méthodes de test acide désoxyribonucléique.
Ces discordances ont non seulement sapé la culpabilité de Sugaya, mais ont également soulevé de sérieuses questions sur les procédures d'enquête employées dans le cas, comme One. Sugaya a avoué avoir transporté la jeune victime, pesant 18 kilos, soit 39 livres, sur un vélo sans siège pour enfants, prétendument en faisant du vélo depuis le salon de Pachinko, en traversant divers terrains, en commettant le meurtre et en se débarrassant du corps de la victime. Cependant, la mère de la victime a réfuté cela, affirmant que son enfant de 4 ans n'avait pas la capacité de s'asseoir sans aide sur un vélo, soulignant la nécessité d'un siège pour enfants et d'une fixation appropriée pour prévenir les chutes. 2. Les supposées preuves de pédopornographie découvertes chez Sugaya ont été réfutées, affaiblissant encore le dossier de l'accusation. 3. Sur les lieux du crime, les autorités ont trouvé des empreintes de chaussures qui ne correspondaient pas à celles de Sugaya. Sugaya a été poussé à créer un dessin d'une empreinte de chaussure qu'il aurait prétendument utilisée pendant le crime. Chers téléspectateurs, à quel point pouvez-vous dessiner précisément de mémoire l'empreinte de votre propre chaussure à main levée? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. 4. Les rapports des témoins oculaires contredisaient l'aveu de Sugaya, comme des observations de l'auteur marchant avec la victime, malgré la prétention de Sugaya de faire du vélo avec la victime. Toutefois, ces découvertes ont été écartées des procédures judiciaires. Et enfin, de nombreux défauts ont été identifiés dans les méthodes de test acide désoxyribonucléique utilisées lors de l'enquête. Le test acide désoxyribonucléique MCT-118, utilisé dans le cas de Sugaya, manquait de précision. Associé à d'autres facteurs, comme le groupe sanguin, cette méthode ne pouvait identifier un motif d'acide désoxyribonucléique que chez environ 1,2 individus sur chaque 11 000. Dans la ville d'Ashikaga où l'incident s'est produit, cela signifiait qu'il y avait environ 50 hommes avec le même motif d'acide désoxyribonucléique. Cette approche est similaire à la typification de l'acide désoxyribonucléique, où le type d'acide désoxyribonucléique du coupable a été identifié comme étant 1830, coïncidant par hasard avec celui de Sugaya. En revanche, les méthodes modernes comme la méthode Short Tandem Repeats offrent une précision bien supérieure, identifiant un acide désoxyribonucléique avec une précision d'une personne sur 100 000 milliards. Cela signifie qu'avec les méthodes modernes de test de l'acide désoxyribonucléique, il est peu probable qu'il existe aujourd'hui sur cette Terre une personne partageant cet acide désoxyribonucléique, à moins que le coupable ait un jumeau. Kiyoshi a présenté ses preuves à toute la nation japonaise à travers une série d'épisodes télévisés, soulignant la probabilité indéniable qu'un homme innocent est derrière les barreaux, tandis que le véritable coupable reste en liberté. En 2009, le système judiciaire japonais a finalement autorisé le retest de l'acide désoxyribonucléique de Sugaya en utilisant la méthode Short Tandem Repeats plus précise. Ce test a invalidé la précédente condamnation de Sugaya, conduisant à sa libération en mai de cette année-là. Il avait subi 17 ans de diffamation et d'emprisonnement injustifié, mais l'aspect le plus grave était que le véritable coupable restait impuni, privant les familles d'une véritable justice. Kiyoshi Shimizu a joué un rôle significatif dans la défense de l'exonération de Sugaya, collaborant avec les partisans de Sugaya et son équipe juridique. Mais il ne l'a pas fait seul. Kiyoshi s'est fortement appuyé sur les découvertes d'un autre journaliste, Kobayashi Atsushi, qui a publié de nombreux articles critiquant les lacunes et les inexactitudes du désuet test acide désoxyribonucléique MCT-118. Cependant, une boîte de Pandore s'est ouverte lorsqu'il a été révélé que dans l'affaire Mami Matsuda des années 90, l'équipe médico-légale de la police avait utilisé des marqueurs de poids moléculaires inappropriés sur leur test acide désoxyribonucléique. Au lieu d'utiliser des marqueurs d'échelle allélique, ils ont employé le marqueur d'échelle 123. Cela a conduit à des divergences dans l'identification des profils acides désoxyribonucléiques. Par exemple, alors que l'acide désoxyribonucléique sur les vêtements de la victime aurait dû être identifié comme 1824, il a été signalé comme 1830. De plus, le profil acide désoxyribonucléique de Sugaya était 1829 et non 1830 comme l'a suggéré la police. Il a été condamné sur la base d'une correspondance de profil acide désoxyribonucléique qui ne correspondait pas à son véritable acide désoxyribonucléique. Avait-il mal fait le test? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Montait-il un homme innocent pour soulager la pression dans la recherche d'un suspect? Cela faisait-il vraiment d'un homme innocent un meurtrier?
De plus, lors des procédures judiciaires, lorsque les scientifiques médico-légaux ont été présentés avec le registre photographique des résultats des tests acides désoxyribonucléiques, tous deux ont jugé les résultats non concluants. Cela souligne l'insuffisance et l'inexactitude de la méthode de test acide désoxyribonucléique utilisée par l'équipe médico-légale de la police. La police a attribué les divergences à l'immaturité de la méthode de test, mais a refusé de reconnaître leur erreur. Il est à noter que cette méthode de test défectueuse a également été utilisée dans d'autres affaires criminelles, mais nous aborderons plus de détails à ce sujet plus tard. De manière remarquable, Shimizu a réussi à retrouver l'homme identifié dans les images de vidéosurveillance de l'affaire Yukari Yokoyama de 1996. Grâce à une enquête minutieuse impliquant des visites à toutes les salles de pachinko de la région et des entretiens avec les clients, l'équipe de Shimizu a découvert un homme ressemblant à Lupin III, comme décrit précédemment par des témoins. Son comportement a éveillé les soupçons à cause des interactions observées. Shimizu et son équipe ont suivi l'homme, capturant des images de ses activités à plusieurs reprises. Cependant, ils ne peuvent pas diffuser ces images en raison des lois au Japon. Shimizu a confronté le suspect à son domicile, où le suspect a montré des signes visibles de malaise. Cependant, il a finalement avoué avoir été présent à Ashikaga le jour où Mami Matsuda a disparu. Il a également admis lui avoir parlé le même jour. Lors de leur confrontation, il a involontairement divulgué des informations à Shimizu, suggérant sa probable implication dans la disparition de Yukari Yokoyama en 1996 également. Il a consigné toutes ses recherches et comptes rendus dans son livre sur l'affaire du tueur en série de North Kanto. Kiyoshi Shimizu a également réussi à collecter l'acide désoxyribonucléique du suspect. L'analyse médico-légale a révélé une correspondance précise de l'acide désoxyribonucléique entre le suspect et les preuves récupérées sur la scène du crime de Mami Matsuda en 1990, avec une marge d'erreur sans précédent de seulement 1 sur 100 000 milliards. Cela a fermement établi la culpabilité de l'homme en tant que coupable dans l'affaire de Mami Matsuda. Excité, Shimizu a contacté la police, les informant de cette révélation. De manière choquante, malgré des preuves accablantes contre le nouveau suspect, la police a refusé de prendre d'autres mesures. Ils lui ont dit que le nouvel acide désoxyribonucléique soumis ne correspondait pas à celui trouvé sur les vêtements de Mami Matsuda en 1996. Mais comment cela pourrait-il être ? Il est apparu plus tard que 2 scientifiques légistes, l'un de l'accusation et l'autre de la défense, n'ont pas réussi à développer exactement le même profil acide désoxyribonucléique, comme s'ils avaient différentes parties des vêtements de Mami Matsuda. Cette divergence explique probablement les différents profils acides désoxyribonucléiques entre le scientifique légiste du procureur et celui de la défense. Néanmoins, l'acide désoxyribonucléique du suspect correspondait toujours à celui trouvé sur les vêtements de la victime, ce qui pose la question pourquoi la police ne contacte-t-elle pas les scientifiques légistes de la défense pour poursuivre cette piste. Shimizu soupçonne que la police ne voulait pas reconnaître les erreurs dans leur méthode de test acide désoxyribonucléique. Cela remet non seulement en question la condamnation de Sugaya, mais jette également le doute sur le cas d'une autre personne, Michitoshi Kuma, qui a été exécuté en 1992 pour un crime similaire connu sous le nom de l'affaire Iizuka. Kuma, âgé de 70 ans au moment de son exécution, a maintenu avec fermeté son innocence jusqu'à la fin. Admettre des erreurs dans le cas de Sugaya soulève inévitablement des questions troublantes sur la culpabilité de Kuma et l'intégrité du système de justice pénale du Japon, mettant en défi la confiance du public en sa capacité à rendre justice de manière impartiale. Dans son livre intitulé « Le meurtrier est là, la dissimulation des meurtres en série d'enlèvement du Nord Kanto », Kiyoshi Shimizu met en lumière les erreurs judiciaires et la conduite répandue inappropriée au sein de la police japonaise. Malgré les révélations accablantes dévoilées par l'exposé de Shimizu, la police japonaise persiste à feindre l'ignorance, citant un manque de pistes et faisant appel à plusieurs reprises au public pour obtenir des informations concernant l'enlèvement de Yukari Yokoyama en 1996. Shimizu navigue soigneusement entre l'équilibre délicat de la divulgation d'informations cruciales et le respect des contraintes légales, s'abstenant de divulguer le nom et l'adresse du suspect tout en documentant son implication dans l'affaire. Gardant espoir, Shimizu anticipe que la conscience du suspect pourrait un jour le pousser à se rendre aux autorités.
Tout en diffusant publiquement les images de vidéosurveillance du jour où Yukari a disparu et en appelant le public à fournir des informations, la police maintient la croyance que Yukari pourrait toujours être en vie. En raison de son jeune âge au moment de l'enlèvement, il croit qu'elle a maintenant atteint la trentaine, sans aucun souvenir potentiel des événements qui se sont produits. Ses parents s'accrochent fermement à l'espoir de son retour en sécurité, déterminés à garder sa mémoire vivante. Malgré des efforts exhaustifs pour générer des pistes, y compris une récompense de 6 millions de yens offerte par une association de jeux et plus de 4000 conseils reçus, l'affaire a stagné, sans progrès ou développement significatif à signaler. Cependant, on se demande pourquoi la police s'accroche à la croyance que Yukari est vivante et a grandi sous une identité alternative, alors qu'il n'y a aucune preuve ou observation d'elle. La police semble avoir abandonné l'investigation de théories alternatives. Malgré les preuves acides désoxyribonucléiques liant un suspect potentiel à sa disparition, cette focalisation inébranlable sur la possibilité de la survie de Yukari peut donner de faux espoirs au lieu d'enquêter sur la vérité dans la poursuite de la justice. La recherche de réponses continue à ce jour. La persévérance de la famille de Yukari, Shimizu et leurs partisans reste inébranlable, alimentée par l'espoir que la justice finira par prévaloir. Croyez-vous que Yukari est toujours en vie aujourd'hui? Ou avez-vous vos propres théories sur ce qui s'est vraiment passé? Et croyez-vous que le journaliste a découvert le véritable coupable derrière tous ces cas? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Bravo si vous êtes parvenu jusqu'ici. Vous avez ma reconnaissance pour avoir prêté attention aux détails qui ne sont pas couramment présentés aux spectateurs. Cela a été mon cas le plus complet à ce jour, nécessitant une recherche approfondie et la recherche de faits à partir de sources multiples, souvent contradictoires. Par exemple, la photo de l'homme affichée à l'écran a souvent été liée comme le suspect ici. Cependant, c'est faux. L'image provient en réalité d'un cas sans rapport, en 2008, où un homme a attaqué 2 personnes dans une épicerie à Osaka lors d'une tentative de vol ratée. Y a-t-il quelque chose que vous avez aimé ou détesté en couvrant ce type de cas? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette vidéo avec vos amis. Explorez plus de cas ou trouvez une liste de lecture complète à l'écran. Pour un soutien supplémentaire, pensez à m'offrir un café via le lien en description. C'est Victor qui vous dit au revoir jusqu'à la prochaine fois.